Aujourd'hui, je suis là pour la 4e année au Blend et j'ai vraiment ce plaisir et cet honneur d'être ici encore cette année avec un sujet tout différent des années précédentes. Et en fait, mon sujet d'origine, puisque du SEO j'en fais depuis 20 ans cette année, ce qui fait de moi, je pense, l'une des plus anciennes en la matière, en tout cas en France. Et aujourd'hui, je me suis lancée dans un challenge qui, je m'en suis rendu compte en préparant cette conférence, n'est pas du tout évident. Faire quelque chose de solide, sans bullshit, concret, sur l'ensemble des leviers importants en SEO en 45 minutes. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de faire au mieux. Et du coup, c'est pour ça qu'on commence maintenant. Et donc voilà, si les derniers peuvent s'asseoir, parce qu'on bon, n'aura vraiment pas trop des 45 minutes pour couvrir le sujet. D'abord, pour démarrer quand même, qu'est-ce que n'est pas le référencement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui circulent en la matière, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas très bien. D'abord, ce que je voulais dire, hein, c'est que ce n'est pas une science. C'est une spécialité empirique et c'est tout. Elle est uniquement liée à l'expérience. On teste des choses, on reteste, on teste encore, on en conclut. Les spécialistes entre eux discutent et à partir de cette discussion-là, on définit ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour faire de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et puis ce n'est pas non plus de la magie. Hein. Il n'y a pas la pincée, la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président, on met ça par-dessus le site internet et pof, ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de règles mystérieuses que seulement les spécialistes connaissent et que pour vous qui sont inaccessibles. Donc ça, je vous ai remis cette capture d'écran d'un site internet qui n'existe plus, hein, mais qui date de mes débuts. C'est le début des années 2000. Alors, ça a été fait par un référenceur à l'époque, justement pour se moquer un petit peu de tous les vendeurs de poudre de perlimpinpin. Référencementmagie.com, hein, avec l'envoûtement du PageRank. Bon, ça, sincèrement, au-delà de la blague, ça n'existe pas. Il n'y a pas de magie hein, en termes de référencement et en termes de web tout court d'ailleurs. Hein. Et si quelqu'un vous promet ça, qu'en quelques minutes ou en quelques jours de prestation, il va transformer votre site qui ne marche pas en un site qui est premier sur Google, fuyez, tout de suite. Hein. Et puis aussi, un autre mythe, personne n'a décrypté l'algorithme de Google. Si une agence, un freelance vous dit, moi je sais, j'ai les secrets, ou même encore pire, j'ai travaillé chez Google, et j'ai la science totale de ce qu'il faut faire. Alors évidemment, ceux qui ont bossé chez Google connaissent certaines choses. Mais tout et l'algorithme dans son entier, non. D'ailleurs, je pense qu'avec le machine learning, à la date d'aujourd'hui, personne chez Google n'est capable de dire qu'il connaît parfaitement l'algorithme. Il y a des milliers de critères, en réalité. Hein. Et donc, si quelqu'un vous promet ça, qui connaît l'algorithme Google et qui va vous propulser, c'est pareil. Hein. Fuyez et surtout fermez à bloc votre porte-monnaie. Encore une autre chose, ce n'est pas une succession de trucs et astuces. Vous allez lire plein de choses sur des blogs. Certaines sont très bonnes, d'autres sont pas bonnes du tout. Certaines sont à jour, d'autres sont complètement dépassées. Et quoi qu'il en soit, une accumulation de trucs et astuces, et c'est vrai tout autant pour faire du produit, de l'UX, du marketing acquisition ou du SEO, l'accumulation de trucs et astuces, ça ne marche pas. La solution, c'est d'avoir une stratégie, une ligne directrice, hein, un peu un cerveau, quoi. Donc, en référencement, on a un style. Comme un bon développeur va vous dire qu'il trouve que ce code est élégant ou qu'il ne l'est pas. Comme un UX va vous parler de sa manière d'envisager le design de la page, etc. Et ben, les référenceurs aussi ont un style. J'irai pas jusqu'à dire qu'en reprenant un site internet, on est capable de savoir qui a déjà travaillé dessus, mais potentiellement si. C'est-à-dire des référenceurs que je connais bien, je pense que je serais capable de reconnaître leur style en regardant l'optimisation du site. Et ce qui est important dans la vie, c'est d'en avoir un de style. Hein. Et donc on ne fait pas intervenir 3 référenceurs de suite, on essaye de suivre une ligne qui vous a séduit avec un prestataire que vous avez choisi ou avec quelqu'un que vous avez recruté. Et surtout, vous ne faites pas ça, quoi. Hein. C'est ce qui vous attend si vous allez chercher des trucs et astuces sur Internet ou si vous faites passer 10 personnes à la suite sur votre site. C'est la même chose que si vous confiez à 3 designers différents. Hein. C'est exactement du même principe. Alors, l'autre chose qui vous guette, évidemment aussi, c'est l'effet sapin de Noël. Hein. C'est ce qui se passe quand on rajoute des pincées de trucs et astuces un petit peu partout, sans aucune cohérence. Alors, si on sortait un petit peu tout ça pour dire ce qu'est vraiment le référencement, attention, vous allez avoir peur.
Voilà. En gros, voilà toutes les spécialités que recouvre le référencement. Alors, vous avez en rose celles qui sont autour. Vous avez en orange celles qui sont spécifiquement celles du référencement et celles qui sont liées à la technique. En fait, le SEO, c'est un empêcheur de tourner en rond. Il soulève le tapis un peu partout, il remue la poussière. Donc les erreurs au niveau des serveurs, les erreurs au niveau du dev, les erreurs même de conception d'ailleurs, ou de fonctionnalité. Donc c'est le gars ou la nana qui casse les pieds à tout le monde, il faut le dire. Sachant qu'en plus, les optimisations à réaliser, elles sont pénibles. Elles sont pénibles pour tout le monde. Elles sont pénibles en maquette, elles sont pénibles éditorialement, elles sont pénibles techniquement. Il n'y a rien de pire pour un dev que d'avoir à faire passer des tickets SEO. C'est horrible. Non, mais c'est vrai, hein, quand je dois moi-même coder, je me dis « Ah !» Bon, bref. En tout cas, c'est horrible, mais il y a des résultats derrière. Bon, en 45 minutes, je ne vais pas pouvoir vous décrire tout ce qui est là. Hein. C'est pas possible, vous l'avez compris. Déjà, le challenge, il est costaud dès le départ. Mais je peux au moins vous aider à ne pas ressembler au mec avec les crocs. Essayez d'avoir une logique, concevoir quelque chose qui a un sens et qui soit pérenne dans le temps. Donc, pour commencer, la base de la base, si vous ne voulez pas avoir le style d'un sac à patates, on ne va pas commencer à parler de SEO au moment où le site il est prêt à sortir. Combien de fois on m'appelle pour me dire « Oui, voilà, mon site il est presque terminé et donc maintenant je m'occupe du référencement ». Ce sont des missions que je ne prends pas. Je ne les prends pas parce que ce sont des missions qui sont vouées à l'échec. Pourquoi ? Parce que le référencement, ça commence au moment de l'écriture du cahier des charges. Quand je travaille sérieusement, moi, le cahier des charges SEO, je l'écris au début du projet. Une fois que je sais ce que l'on va faire à peu près, et il est finalement ensuite une partie intégrante du cahier des charges global qui sert à brainstormer, à savoir ce que l'on va faire et à construire ou co-construire le site internet. Il y a 3 grandes règles en SEO, en tout cas 3 grandes parties, qui sont la conception, donc c'est la base, c'est en général par ça qu'on commence, le code, et puis ensuite le contenu. Malheureusement aujourd'hui je ne vais pas vous parler de contenu, parce que je n'ai pas le temps. Mais en fait je pourrais faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, juste sur le contenu, parce que là aussi, d'ailleurs je pourrais faire aussi 3 heures sur le code, mais bon bref, ou la conception. Bon. Allez, partons un petit peu dans le dur. Je vous ai promis 10 axes. Voilà le premier. Le premier, j'aurais presque pu mettre 0 en fait, parce que la balise title, la balise métadescription, la balise H1, on est vraiment quand même sur le degré 0 de 0 du SEO. Que votre page est un titre, que ce titre il soit compréhensible, qui donne à l'internaute une idée claire de ce que c'est un peu la base. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ? Alors ça, c'est une étude de SEMrush que vous reverrez à plein d'endroits parce que j'ai trouvé vraiment parlante. 35% des sites ont un titre dupliqué, qui est présent sur 2 ou plusieurs pages. Vous avez 8% des sites qui n'ont même pas de balise de titre. Donc, on a l'impression... Enfin, moi, ça fait 20 ans que je fais du SEO et il y a 20 ans, on parlait déjà de la balise title. Et on en est encore là en 2018. Donc finalement, avant même de commencer à se dire « Ah, on va peut-être embaucher un SEO », déjà pensez à mettre un titre et une description unique sur chacune de vos pages. C'est déjà un petit peu le départ. Ensuite, les descriptions. 30% des sites ont une balise de description dupliquée. Alors, c'est pas bien pour le référencement parce que ça donne l'impression à Google que plusieurs pages sont identiques. Mais surtout, c'est pas bien pour votre internaute parce que la balise métadescription, c'est ce qui va faire cliquer. C'est le truc sexy qui va dire sur la page du résultat Google « Cliquez sur moi, je suis le meilleur résultat ». Et donc, si vous mettez un truc basique et le même partout, ça ne cliquera pas. Donc, en réalité, cet remplissage de balises, vous ne le faites pas juste pour le référencement, vous le faites surtout pour l'internaute en lui-même. Et 30%, moi, c'est un chiffre qui m'a un peu scotché, parce que c'est énorme. Ensuite, le titre de votre page. Donc c'est l'équivalent d'un titre d'article ou c'est l'équivalent du nom de votre document Word, celui que vous mettez sur la première page, H1, ce qu'on appelle le balisage sémantique. Voilà. 20% des sites n'ont pas de balise H1. Alors là aussi, je sais pas, on a tous fait un jour, je pense, au moins un jour, un sommaire Word. Bon, la balise H1, c'est pareil. Si vous avez fait correctement vos niveaux de titre dans Word, vous cliquez sur Insérer sommaire, magiquement, le sommaire arrive. Faire du balisage sémantique dans vos pages, c'est exactement la même chose que ce que vous faites dans un document Word. Ça permet à Google de générer automatiquement le sommaire. Si vous ne lui donnez pas l'info, évidemment, ça ne marche pas.
Donc la base de la base, toujours utile à rappeler, parce qu'en réalité on se rend compte que voilà, on en est encore là. Hein. Et je peux vous dire qu'on en est encore là, ce sont des très gros sites et des très grosses marques. Ensuite, rentrons dans des choses beaucoup moins triviales. L'architecture de l'information. Alors évidemment on en parle beaucoup en produit, on en parle beaucoup en UX, mais c'est aussi très très important pour Google. En fait, Google, lui, il voit votre site comme une arborescence de fichiers. Si sur votre serveur partagé commun d'entreprise, c'est le bazar dans vos fichiers, que vous n'avez pas défini une organisation, mais jamais vous les retrouverez les fichiers que les autres ont mis à tel endroit ou tel endroit. Et bien pour Google, c'est exactement la même chose. Vous devez faire quelque chose qui soit bien rangé. Donc j'aurais pu mettre une slide, ranger votre chambre. Parce qu'en réalité, on a ce problème-là aussi sur la majorité des sites internet. Au-delà du rangement dans le bon dossier, il faut avoir conscience que Google ne va pas voir souvent, voire ne va pas voir du tout, les pages qui sont situées trop bas dans l'arborescence. Et là, on voit bien qu'à partir, ici, du 4e clic, au niveau 5e, on n'est plus qu'à 80% de crawl. Une page que Google ne va pas voir, c'est une page qu'il ne considère pas importante, et forcément, s'il la considère pas importante, elle aura très peu de chances de se positionner. Qu'est-ce qu'une profondeur de 3 ou de 4? Ce n'est pas lié à la structure de vos URL, c'est lié au nombre de clics depuis la home. Et là, on revoit venir un truc auquel les UX ont essayé de tordre le cou pendant des années en disant la règle des 3 clics, la règle des 3 clics, bon bah, vous pouvez peut-être l'oublier pour l'UX, soit je suis absolument d'accord avec ça. En revanche, pour le SEO, non, on en a besoin, désolé. 3 clics, ça veut dire, je suis sur la home, je clique sur un lien, je clique sur un deuxième lien, j'arrive sur ma page. Là, je suis à 1, 2, 3 clics. C'est bon pour tout le monde? Donc, en réalité, quand on est référenceur, on passe son temps à compter des clics. Et quand je vois une arborescence passer devant moi, sous Excel, je compte les clics. Et si là, j'en ai trop, je dis, bon, alors attendez, là, il me faut une autre fonctionnalité, un rebond qui me permet de gagner un clic. Si j'ai un volume de contenu énorme, on va faire une section d'archives qui permettra, par date, par jour, par mois, d'accéder au moins au contenu comme ça en moins de 3 clics. Donc, ça a l'air simple dit comme ça, mais je pense que 80% des sites ou 90% des sites que j'audite ne respectent pas cette règle basique. Donc, s'il vous plaît, comptez vos clics. Je vous disais, rangez votre chambre. Voilà ce que Google attend. Là, c'est bien rangé. Hein. Là, c'est même très très bien rangé. Et dans la réalité, on parle de machine learning avec les moteurs de recherche, tout ça, comme avec d'autres choses d'ailleurs. Bon, la réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un rangement documentaire qui soit clean. Une fois qu'on a parlé de ça, de dire, il faut que mon architecture de l'information, elle soit claire, qu'elle soit bien pensée, qu'il y ait un certain nombre de clics pour accéder au contenu. Avoir un seul lien vers une page, c'est pas suffisant. Si vous avez entendu parler un peu du SEO depuis 20 ans, vous savez que le lien est roi. Hein, que plus j'ai de liens vers une page, plus la popularité. Mais c'est vrai aussi en navigation interne. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de lien vers une page, Google considérera qu'elle n'est pas importante pour vous. Si elle n'est pas importante pour vous, elle n'est pas importante pour lui. Et c'est souvent le cas malheureusement de vos contenus anciens, qui peuvent avoir une énorme valeur. Mais comme ils sont anciens, ils sont tout au fond, très souvent on ne les trouve plus que par la pagination. Pas de lien vers eux, pas de possibilité de se positionner. Donc c'est pour ça que moi je recommande le maillage pour tous. Hein? Comment ça marche en navigation interne? Un lien depuis votre homepage est un vote. Si vous avez 3 liens sur votre homepage, chacune des pages liées recevra 33% de vote. Ensuite, c'est pareil, ces pages-là, si elles ont 10 liens, etc. Enfin, voilà. Et donc vous pouvez finalement calculer quel est le pouvoir de vote de chacun de vos niveaux d'arborescence. Si, depuis la homepage, vous avez un lien, évidemment, il est beaucoup plus fort que si c'est un lien depuis une pagination ou un bloc d'archives présent dans le footer. Hein. Forcément, il y a cette hiérarchie. Les homes de rubrique et la home sont des pages qui sont ultra importantes pour votre référencement. Et quand on voit les homes de rubrique ou de sous-rubrique dont les titles et descriptions sont dupliqués, enfin bref. Donc le minimum que je puisse vous donner, c'est qu'il faut au moins 2 liens en navigation interne vers chacune de vos pages. Quand je dis minimum, c'est vraiment minimum. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez de l'archivage et que vous vous contentez de mettre les liens vers vos pages depuis
une section archive, ce n'est pas suffisant. Ou juste une pagination, ce n'est pas suffisant. Bon, ok, il faut faire des liens, mais on ne va pas faire n'importe comment. C'est-à-dire, on ne va pas faire remonter avec un algorithme qui va dire, bon, bah, je fais en sorte d'avoir des blocs qui vont aller me remonter tous mes liens de n'importe où pour avoir au moins le nombre de liens, quoi. Le truc mathématique que je viens vous dire. Hein. Quand je parlais de faire marcher son cerveau, sortir des trucs et astuces, on y est bien là. Hein. Parce qu'en fait, il faut quand même que ça soit pertinent. C'est-à-dire que si vous avez une page qui parle des chats, hein, et que vous renvoyez vers une page qui parle des chatons, tout va bien. Hein. Mais si vous avez une page qui parle de, je sais plus ce qui est écrit là, des motos, et qui pointe vers la page sur les chatons, c'est pas très logique. Si ce n'est pas très logique pour vous, hein, c'est pas très logique pour Google. Donc le pouvoir de vote, il marchera pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un vote, vous aurez un quart de vote, quoi. Il y a une certaine logique à mailler les contenus qui vont ensemble. Ça peut être à l'intérieur d'une même catégorie. C'est d'ailleurs bien. Google aime bien un ensemble de contenus qui parlent du même sujet, qui sont maillés les uns avec les autres. C'est ce que certains appellent le cocon sémantique ou le silo. J'ai vraiment pas le temps de parler de ça aujourd'hui. C'est pareil, c'est une conf à part entière. Mais en tout cas, vous pourrez chercher de la littérature sur le sujet. Mais voilà, pensez à la logique de ce que vous faites. Et puis sachez aussi que tous les liens ne se valent pas. Hein. Alors pendant des années, on a mis les liens dans le footer ou cachés dans la sidebar. Hein, c'était les liens pour le référencement. Hein. Voilà. Bon, ça aujourd'hui, ça marche plus bien. Ça marche encore un petit peu si on le fait pas trop, si on le fait intelligemment, pas le même lien sur toutes les pages depuis le footer. Enfin bon, bref. Mais ce sont des liens qui ont un pouvoir faible. Donc c'est pour ça que je vous disais que votre section article, elle ne suffit pas. Parce que ce qui va marcher le mieux, ce sont des liens à l'intérieur de votre contenu éditorial, à l'intérieur de votre fiche produit, ou le rebond qui est situé juste en dessous. Hein. Si vous avez du contenu textuel, clairement, c'est cette partie de contenu éditorial que Google va privilégier. Pourquoi? Parce que c'est logique. Parce que c'est ce qui est fait à la main. Hein. Il est tout à fait capable de lire votre template et de savoir que ça, c'est la pub, la promo, que ça, c'est le tout et le rien, et que ici, c'est là le contenu important, ce qui va lui permettre de positionner la page. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et on revient à ce que je disais au début, que la conception est clé. Si vous commencez à penser aux endroits pour faire des liens, pour faire du maillage, une fois que les maquettes sont terminées, c'est mort. Hein, parce que ça ne sera pas bien intégré, ça sera moche, ça sera une verrue, ça ne sera pas logique, ou on le fera à l'arrache et l'algorithme ne sera pas bien pensé. Or, vous avez vu l'exemple d'avant, il faut vraiment faire ça avec finesse et idéalement, potentiellement, manuellement ou au moins semi-manuellement. Un autre problème que je vois souvent, c'est les redirections. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas ce qu'est une redirection? Vous pouvez lever la main? Non, c'est bon. Ouf. Bon, il en faut des redirections, mais des bonnes, et puis surtout une seule. D'abord, les redirections temporaires. Selon SEMrush, 10% des sites ont des redirections temporaires en navigation interne. Ça veut dire que je suis sur le site, je clique sur un lien, et là, je me tape une redirection vers une autre URL. Pourquoi? Parce que on fait des changements d'URL, et puis c'est un peu fatigant d'aller passer des parseurs pour aller remouliner, ou parce que les utilisateurs, parce que c'est toujours la faute des utilisateurs, hein, vous savez bien, ont mis des liens en dur externes et pas des liens nodes dans leur WYSIWYG, et du coup, on a des anciens liens qui traînent un peu partout, et du coup, on a des redirections. Et puis comme là, on n'a pas fait attention, on a fait une redirection temporaire en disant à l'internaute, enfin l'internaute ne le voit pas, Google, attends, ce lien-là, pour l'instant c'est temporaire, hein. Demain, peut-être que la vieille URL va revenir. Et alors ça, on le voit particulièrement dans les migrations HTTPS. C'est bien rare quand on m'appelle pour une migration HTTPS qui s'est bien passée sans référenceur. Enfin non, en fait ça arrive jamais. Les techniciens disent « Oh, une migration HTTPS, c'est technique. » Ça, c'est vrai, hein, ça, c'est technique. Sauf que ça ne dépend pas que d'eux. Ça dépend aussi de ce que l'utilisateur a fait en termes de contenu, avec tous les embeds, les enrichissements qui ont été faits, les trucs manuels, les iframes, enfin tout ce que l'on peut imaginer. Et on se retrouve tout le temps avec des liens HTTP à l'intérieur du contenu qui est passé en HTTPS. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour Google, la moitié de votre site, il est sur une URL et la moitié sur une autre. Et le site qui a été puissant, aujourd'hui, il est coupé en deux. Et coupé en deux, forcément, il est moins fort.
Et j'ai vu jusqu'à 50% de trafic perdu pour des migrations HTTPS qui se sont mal passées. Voilà. Et d'ailleurs, quand ça se passe bien, c'est 0% additionnel. Il faut le savoir. Donc là c'est le film d'horreur. Hein. Et là, les gens m'appellent, j'ai fait une migration HTTPS, mon site est effondré. Et là, je dis, ça va être long, ça va être douloureux, ça va être cher. Hein. Et en fait, c'est pas ma facture à moi qui va être la plus chère, hein, c'est surtout celle du dev. Un petit point sur les redirections, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, enfin, soi-disant changé ces derniers temps. Il y a deux types de redirections, les bonnes et les mauvaises. Les bonnes, 301. 301, c'est comme quand vous renvoyez votre courrier de manière définitive. Vous avez changé d'adresse et vous dites à la poste, renvoie mon courrier définitivement à ma nouvelle adresse. Ça dure 1 an et puis au bout d'1 an, ça s'arrête. La différence avec Google, c'est que la redirection, le renvoi du courrier, il est un peu permanent avec Google, malheureusement, c'est pas juste 1 an. Et la 302, c'est quand vous renvoyez votre courrier sur votre lieu de vacances. Pour l'instant, tu l'envoies là-bas. Mais ma vraie adresse, c'est celle où j'habite toute l'année. Et donc, quand vous mettez des redirections de 302 sur votre site, vous dites à Google de garder toute la popularité, tout ce qui sait de l'URL, sur l'URL de départ. Mais comme vous l'avez déménagé définitivement, elle a rien, la nouvelle URL. Elle repart de zéro, puisque vous n'avez rien transféré vers elle. Et donc, quand vous avez des redirections 302 sur votre site, vous êtes handicapé, quoi, gravement. Hein. Et surtout, quand c'est en navigation interne, c'est encore pire, puisque toute une partie de votre maillage ne sert à rien. Donc, récemment, Google a communiqué sur de nouvelles règles de gestion des redirections. En fait, c'est à cause des migrations HTTPS. Je vais y revenir. Donc, les vieilles règles, je viens de vous les expliquer. Je fais une 301, ça renvoie vers la nouvelle URL. Ok, j'ai déménagé. Comme il y a beaucoup de référenceurs malins, spammers, qui ont utilisé ce genre de technique en rachetant des domaines et en pointant vers des sites de médicaments, fesses et autres, Google a mis en place une espèce de pénalité qui fait que quand vous faites une redirection, vous perdez un pourcentage du pouvoir de vote, ce qu'on appelle le jus de lien. Alors ici, c'est une slide de Moz, qui est un site américain qui fait vraiment référence, qui l'évalue à 15%. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire 10. Voilà. Enfin, 10, 15, c'est déjà pas mal. Sachez que c'est à chaque redirection. Donc, imaginez que vous ayez 3 redirections successives parce que vous avez eu plusieurs motifs d'URL successifs. C'est 15 plus 15 plus 15. Au bout du compte, il vous reste pratiquement plus que la moitié du pouvoir de vote. Et si vous avez une 302 au milieu, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, ça, c'est l'ancienne règle. Vous faites une redirection, vous changez vos URL, vous perdez 15% des parts de vote. C'est pour ça que quand vous faites une migration, même si elle a été faite très très bien, il y a toujours un trou d'air. Et ça, franchement, faire une migration sans trou d'air, ça me semble pas possible, sauf si on fait d'autres optimisations pour les contrer, de manière à rester ISO ou même un peu en progression. Et puis l'autre redirection 302, c'est ce que je vous disais, il se passe rien, voilà. Tout ce que Google connaît de l'URL, c'est sur l'ancienne, qui va rester indéfiniment dans son index, et il va continuer à essayer d'aller la chercher régulièrement. Donc en plus, ça consomme du budget de crawl pour rien. Ouais. Et puis, selon Google, il y a des nouvelles règles. Plus de pénalités, plus de moins 15% de jus perdu. La raison de ça, c'est comme il veut forcer tout le monde à passer en HTTPS, les sites disent vous êtes mignons, vous nous forcez à changer de protocole, donc on change d'URL, donc on prend moins 15%. Non, on va pas le faire. Hein, on va pas le faire. Donc ils disent non, mais c'est fini. Vous faites des redirections, il n'y a plus de perte. Alors, pour les migrations HTTPS, l'expérience m'a montré que c'est vrai. Vous passez en HTTPS, si vous avez fait les choses correctement, il n'y a pas de gain, mais il n'y a pas de perte non plus. C'est vraiment ISO. Et ce qu'ils nous disent, c'est que pour les 302, c'est pareil. Faites des redirections 302, en fait, au bout d'un moment, Google va les considérer comme des 301. Alors là, j'ai beaucoup plus de doutes. Parce que pendant des années, ils nous ont dit que 404 et 410, on y reviendra après, c'est pareil. Et puis maintenant, ils viennent de dire, en fait, non, on les traite différemment. Bon. Moi, je suis sceptique. Google est une entreprise d'ingénieurs. Un code de redirection temporaire ou un code de redirection permanent, ce n'est pas la même chose et il n'y a aucune logique technique à aller les traiter de la même manière. Je pense simplement qu'ils veulent rassurer les gens ou que peut-être ils ont mis ça en place temporairement pour que les gens passent tranquillement à HTTPS sans avoir peur. Donc attention, même si pour l'instant Google dit « Oh les 302, vous pouvez y aller »,
Bah non, voilà. Moi je conseille de ne pas. Hein. Il vaut mieux ceinture, bretelles, chaussettes. On fait les choses bien et on fait aussi les choses techniquement bien, hein, de manière clean. Et donc il y a aussi le problème des cascades. Parce que si Google vous dit « Ah, c'est fini, il n'y a plus de perte de jus à la redirection », je ne suis pas du tout persuadée, moi, que ça soit le cas quand il y a une cascade. Hein. Et une cascade, c'est ça. C'est une URL qui renvoie vers une URL, qui renvoie vers une URL, qui renvoie vers une URL, qui renvoie vers une URL. Ça, c'est un vrai site. Hein. OK ? J'ai vu jusqu'à 10, 12. Et puis des boucles aussi, hein, des trucs infinis. Donc, ça, ce sont les HT Access. Il y a des devs qui se marrent. C'est des HT Access avec des vieilles redirections qui sont là depuis longtemps, qu'on n'a pas nettoyées. Voilà, c'est dû à un peu de flemme aussi parfois, à des demandes de référenceurs qui réfléchissent pas forcément dans la durée à ce qu'il faut, en tout cas qui n'historisent pas l'ensemble des redirections qui sont demandées. Enfin, il y a plein de responsables, on va dire. Hein. Mais ça vous tue littéralement, et en particulier si c'est dans votre navigation interne. 5 redirections successives, vous avez perdu tellement de jus de lien dans la bataille que votre lien, je ne vais pas dire qu'il ne sert plus à rien, mais presque. Ça épuise votre serveur, donc ça vous coûte de l'argent, et ça épuise du budget de crawl de Google, qui vous accorde non pas un nombre de pages, mais un temps. Hein, donc s'il met 5 fois plus de temps que la normale à crawler une page, et ben c'est 5 pages en moins qui seront crawlées. Bon, et donc s'il y a une 302 au milieu, bah, c'est le jackpot. Hein. 301, 301, 302, 301, 301, 302, enfin bon bref. Là, Google n'a plus rien compris, il ne sait plus du tout ce qu'il doit faire, et donc il ne fait rien. Hein. Et vos anciennes URL resteront indexées indéfiniment. Voilà. Il n'y a pas de droit à l'oubli en termes d'URL sur Google, ça n'existe pas. Un autre point contre lequel il faut lutter, c'est le duplicate content. Alors, le discours de Google, c'est de dire que la duplication de contenu ne vous pénalise pas. Enfin, plus exactement, que ça ne va pas vous donner une pénalité aux yeux de Google. Alors, oui et non. Il n'y a pas de pénalité algorithmique qui est donnée aux sites qui font du contenu dupliqué ou qui ont du contenu dupliqué. En revanche, ça vous pénalise, et voici pourquoi. J'ai ici 4 pages qui sont identiques. Alors, ça peut être des pages de pagination parce que le title, il n'y a pas le numéro de la page dedans, et que donc la page 1 et la page 10, bah, pour lui c'est pareil. Ça peut être parce que vous avez mis un paramètre de tracking stat. Point d'interrogation, ID tracking égal, bah, pour lui c'est une autre URL. Ça peut être parce que vous avez fait une vue print, hein, une vue simplifiée de votre page pour l'imprimer. Point d'interrogation, view print égal, autre URL, etc. Donc des cas de duplication, en fait, il y en a plein. Et souvent, on arrive à les trouver qu'en passant des crawlers, en fait, hein, pour essayer d'émuler un petit peu le fonctionnement de Google. Et là, on découvre des tas de trucs qu'on n'avait pas imaginés. Donc, ça peut être aussi parce que vous avez multipositionné du contenu. Hein. Bah, et le rédacteur qui dit « Ah bah attends, ce contenu-là, il va dans la mode, mais il va aussi dans la beauté. » Bon, bah je vais en faire des doublons, puis je vais les mettre des deux côtés pour que ça remonte sur une page. Bon, en tant que chef de projet, dev, si on vous demande ça, c'est non. Hein. Non, tout simplement. Parce que ça tue littéralement votre site internet. Si vous faites du contenu dupliqué, il considère que vous avez un site qui n'est pas de bonne qualité. Et s'il n'est pas de bonne qualité, eh ben, il ne remontera pas. Et ça, c'est quand même une pénalité qui va à la page, mais qui va globalement au site au-delà d'un certain volume. Et vous pouvez aussi avoir du contenu dupliqué parce que d'autres sites le reprennent. Hein, vous faites du contenu sur votre blog d'entreprise, et puis vous l'envoyez à des blogueurs, de manière payante ou de manière gratuite. Bon, bah, ça, c'est du dupliqué aussi. Donc, imaginons 4 pages qui sont dupliquées pour une des raisons que je viens de vous donner. Il va en dégager 3, il va en garder une. Mais celle qu'il va garder, ce n'est pas forcément celle que vous voulez. Ça peut peut-être être celle avec le paramètre de tracking. Ça arrive souvent, parce que c'est celui qui a reçu les liens des newsletters. Ça peut être celui du blogueur à qui vous avez filé votre contenu. Dommage. Un exemple concret. Désolé pour cette slide qui est très moche. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que j'essaie de faire une infographie à partir de ça, mais je ne suis pas assez bonne en design. Imaginons voilà, votre URL plus votre lien traqué Google Analytics ou autre. Hein, parce qu'il faut savoir que les produits Google génèrent aussi des problèmes SEO. Hein. Bah oui. Hein. Ils ne se parlent pas à une trop grande entreprise. Hein. C'est comme toutes les grandes entreprises de la planète. Au bout d'un moment, on atteint un niveau où... bon. Donc, des liens sont reçus là, des liens sont reçus là. Ça veut dire que le score individuel de la page, il est de 50. C'est pas 100, hein. C'est 50 et 50. Alors que si vous aviez utilisé un paramètre de tracking avec une encre, Google passe pas derrière l'encre. Ils l'ont encore redit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, en disant qu'il ne fallait pas le faire. Enfin si, il faut le faire, mais en sachant ce qu'on fait. Alors là, dans ces cas-là, votre URL a un pouvoir de vote de 100.
Et ça change tout. C'est valable pour les paramètres de tracking, c'est valable pour les vues d'impression, c'est valable pour les filtres en e-commerce, c'est valable pour des inscriptions newsletter, enfin c'est valable pour des quantités de choses. Et toujours selon SEMrush, 50% des sites ont de la duplication de contenu. C'est énorme. Et là, vous avez un levier sur lequel vraiment vous pouvez agir. Parce que souvent, lutter contre la duplication de contenu, ça peut se faire via le back-office. Il y a plein de cas que l'on peut traiter en back-office. Donc, quand vos roadmaps sont pleines, bon, bah, essayez de réfléchir aussi à ce que vous pouvez faire passer hors dev. Alors, Google recommande une solution pour la duplication de contenu, c'est la balise canonical. Qu'est-ce que la balise canonical? C'est Google arrive sur la page, il lui a dit « Hey, va pas voir cette page, c'est une duplication de telle autre page. » Et Google s'en va. Moins de temps perdu en crawl et concaténation de l'ensemble des signaux, de la page et de sa dupliquée sur une seule. C'est clair? Ouais, je suis pas sûre là. Si c'est pas clair, vous levez la main? C'est bon. Bon, ouf. Donc ça c'est bien. C'est bien, mais c'est moins bien qu'une redirection 301. C'est comme une soft redirection 301. Donc ça reste qu'une solution de contournement. Moi j'appelle ça une solution de quand on ne peut pas faire autre chose. Donc typiquement pour vos liens externes c'est bien. Si vous diffusez des communiqués de presse, etc., et que vous avez la possibilité de demander à ces sites de mettre une balise canonical qui renvoie vers vous, c'est bien. Si vous devez publier une page sur plusieurs de vos sites internet, si vous mettez une canonical sur certaines des versions de ces pages pour dire la vraie version, celle que je veux référencer, c'est celle-là, là ça marche. Si c'est pour résoudre votre problème de duplication interne avec vos filtres, votre pagination et autres, non. Non, on fait les choses bien, on fait les choses proprement, on les fait à fond. Et le quick and dirty, bah, on sait très bien tous, dans tous les domaines, ça marche un peu, pas longtemps, et jamais sur la durée. Et quand on fait des refontes, c'est l'enfer. Voilà en gros, schématiquement, comment ça marche. Hein. Vous avez donc une balise à mettre dans votre code. Et du coup, l'ensemble des propriétés des différentes pages est concaténé dans une seule. Voilà. Donc ça, clairement, ça marche. En particulier, si vous faites des campagnes avec des retailers, des Google Shopping, de l'affiliation, où là, ils foutent des paramètres de tracking partout, vous n'avez aucun moyen de maîtriser cette duplication. Là, clairement, c'est la seule solution que vous pouvez faire. Ces liens, ça amène souvent des liens intéressants, hein, ces pages. Donc autant pas les bloquer, et autant mettre une canonical, justement, pour rassembler ce que l'on peut. Rapidement, une autre cause de duplication, hein, les fameuses balises title, description, hein, les contenus vides. Alors là celui-là, il est fortiche, hein, il y en a plus de 60 000. Balise title manquante. Alors ça, c'est considéré du coup comme du duplicate. Balise title, un double. Balise title, balise méta description trop courte, etc. Donc bon bah ça c'est la Search Console, c'est gratuit. Il y a plein de cas, vous allez pouvoir les sérialiser pour faire des tickets. Et puis il y a d'autres choses que vous pourrez corriger vous-même. En particulier, on vous a dupliqué la home de rubrique pour en faire 10. Et puis vous avez oublié d'aller rééditer la title, la méta description, donc c'est la même partout. Bon bah ça, voilà, on ouvre le back-office, on change son truc et puis c'est résolu. Hein. Donc à ne pas oublier. On a parlé des redirections. Il y a aussi les erreurs 404. Alors ça c'est nul, parce que c'est pas seulement nul pour Google, hein. C'est nul aussi pour l'internaute. C'est quand même hallucinant quand on clique sur un lien sur un site internet et qu'on arrive sur une page 404. Hein. En termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Et alors là, on est aussi surpris du chiffre. Hein. 35% des sites ont des liens brisés en navigation interne. On parle pas des liens externes, hein, qui eux, bon bah évidemment les autres sites changent, bon bah voilà. 35%. C'est énorme. Donc, c'est énorme pour l'utilisateur, mais c'est aussi énorme pour la perte sèche que ça vous cause. Hein, on parle souvent d'achat de liens, de trucs comme ça en SEO. Bah, le meilleur moyen de faire de l'achat de liens à 0 €, c'est de récupérer tous vos vieux sous-domaines publicitaires, OP promo, jeux, etc., que vous avez laissés à l'abandon pour faire des redirections vers votre site. Et c'est aussi de corriger les 404. On dit qu'en moyenne, une page met 1 an pour se positionner dans la première page de Google. Donc vous écrivez un article, moi je sais pas, sur comment faire du slime, tiens, un truc qui génère beaucoup de clics. Hein. Vous faites votre article, mais en plus vous n'êtes pas le premier.
vous vous rendrez compte que dans les 3 premières positions, ce sont des gens qui ont posté l'article il y a 1 an, il y a 1 an et demi. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour construire une popularité, avoir beaucoup de liens, des signaux sociaux, une autorité, etc. Imaginez, vous étiez positionné en position 3, puis vous avez fait votre site, puis le contenu, en fait, vous l'avez supprimé parce que, je sais pas, la directrice marketing l'aimait pas, ça correspondait plus au positionnement, parce que ça a été oublié, parce que j'en sais rien, il y a eu un truc quelconque. Hein. Et vous refaites l'article, hein. Vous faites un transfert de base de données, vous changez de nom de domaine, vous changez de CMS, les redirections ne passent pas. Bah, tous les liens, toute la popularité qu'avait acquis l'ancienne page, elle est partie directement dans la poubelle. Hein. Vous mettez en place la redirection et d'un coup, vous récupérez des tas de liens. Et si votre site il existe depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être pour les plus anciens, je suis sûre que des liens en 404, vous en avez plein, ou des sous-domaines en 404, vous en avez plein. Donc là, une petite analyse de log, hein, il existe quelques outils, ensuite Screaming Frog qui doit coûter à peu près 80 € en licence. On fait une petite analyse de log, on prend toutes les pages en 404, on regarde ce que c'est, on essaie de trouver des causes, on met en place des redirections. Vous allez voir l'effet que ça fait. Wouhou! Ensuite, il y a la question épineuse. C'est dommage, c'est pas très net. La question épineuse des contenus supprimés. Voilà. C'est vrai surtout en e-commerce. Hein, vous avez des produits, vous les mettez en place, et puis ensuite, ces produits, ils sont épuisés. Où ils sont plus disponibles, ils sont épuisés, ils reviendront plus. Qu'est-ce que je fais de ces URL? Beaucoup d'e-commerçants laissent toutes ces pages en 404. Bah, les produits n'existent plus. Ah, mais c'est dommage parce que les liens ils sont partis à la poubelle. Hein. Ah ouais. Et puis toutes les pages, elles sont toujours indexées dans Google. Puis il va aller continuer à essayer de les fetcher indéfiniment. Hein. Tant que ces pages auront des liens vers elles, il continuera à aller les voir. Hein. Même dans 10 ans ou dans 15 ans, il continuera. Hein. Ça c'est sûr. Donc ici, je vous ai mis une petite infographie de Axnet qui est hyper bien, qui vous explique quoi faire. Hein. Donc mon produit est expiré. Est-ce qu'il était bien référencé? C'est simple. Vous cherchez le nom du produit dans Google et puis vous regardez en gros si vous êtes dans les 3 premières pages. Si vous n'y êtes pas, bon, il n'était vraiment pas bien référencé. Pas bien référencé, 404 ou 410. Alors moi je préfère de loin la 410, hein, même si Google a pendant longtemps dit non, 410, 404, on traite pareil. 404, ça dit, cette page je la trouve pas. Alors, peut-être qu'elle a été supprimée définitivement, peut-être qu'elle va revenir, peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est une erreur technique. Alors que la 410, ça, on parle vraiment de code serveur technique, hein, elle dit, cette page, elle a été supprimée exprès, elle ne reviendra jamais. Dans un cas, il va continuer à aller indéfiniment la chercher, dès l'instant où il y a au moins un lien vers elle. Dans l'autre, on lui dit, non mais c'est fini là, tu l'oublies celle-là. Et donc il va la supprimer de son index. Suppression de l'index, plus de crawl, gain de budget de crawl récupéré pour faire d'autres choses. Donc pour moi, page pas bien référencée, page dupliquée, page avec 200 signes de contenu, page un peu pourrie qu'on veut supprimer, 410. Non, je l'ai viré, je l'ai fait exprès, ça ne reviendra pas. Ensuite, j'ai un produit de remplacement. Oui. Et bien alors à ce moment-là, est-ce que je peux conserver l'ancienne URL? Bah oui, si le produit de remplacement il ressemble, est-ce que je peux garder l'URL d'avant? C'est encore mieux, puisqu'on ne repart pas de zéro, on repart avec tout ce que Google connaissait de l'URL. Nickel. Je la prends, hein, et puis voilà, je modifie le contenu, et puis c'est fini. Hein. Pensez-y, parce que souvent, c'est quand même la meilleure solution. Non, je ne peux pas garder l'ancienne URL, parce que ce n'est pas la même marque, parce que ce n'est pas le même nom de produit, ça ne va pas. Dans ces cas-là, je vais créer une nouvelle fiche et je vais mettre en place une redirection 301 de l'ancienne vers la nouvelle pour aller transférer toute la popularité de l'ancienne vers la nouvelle. Est-ce que mon produit remplacé correspond à un autre produit approchant dans une autre catégorie? Si oui, voilà, je fais la redirection 301 vers un produit similaire. Sinon, je fais une redirection 301 vers le nœud parent, c'est-à-dire la catégorie du dessus, directement lié. Hein. Par exemple, si j'ai une draisienne et que j'en ai pas d'autres, je vais rediriger vers la catégorie trottinette. Voilà. C'est technique. Enfin, je veux dire la draisienne, c'est technique. Donc ça, c'est plutôt pour les plus vieux d'entre vous, c'est là où on voit que les années ont passé. Donc le changement d'URL, c'est comme le Capitaine Flamme, on ne l'appelle que quand il n'y a plus d'espoir. Voilà. Tenez-vous-le pour dit, on change les URL le moins souvent possible. Ensuite, pour que votre référencement fonctionne, à la date d'aujourd'hui, il vaut mieux être mobile friendly.
Enfin, en mail, il faut absolument être mobile friendly. Hein. Qui dans la salle a eu une notification de Google dans la Search Console pour lui dire qu'il était passé en mobile first? Oh, c'est pas beaucoup. Ok, 4-5% maximum. Alors, je pensais que ça serait plus que ça, hein, parce que moi, j'en ai reçu des palanqués. Si vous ne l'avez pas reçu, la notification de Google vous disant que vous êtes passé en mobile first, ça peut être pour deux raisons. La première, parce que vous n'êtes pas encore dans le set, et ça va arriver. Soit ça veut dire que votre site n'est pas considéré comme étant prêt pour le passage au mobile first. Et là, il faut s'inquiéter. Là, il faut appeler un référenceur d'urgence. Hein. En général, on sait. On sait si au niveau mobile, c'est pas terrible. Hein. Faites-le. Pourquoi? Parce que ça a commencé au mois de juillet. Avant, c'était le crawl de votre site desktop qui fonctionnait pour votre positionnement dans la recherche sur mobile et sur desktop. Donc voilà, vous faisiez le référencement de votre site desktop et puis ça marchait pour les deux. Et puis il changeait légèrement les positionnements en fonction de pas mal de critères, la géolocalisation, l'historique de recherche et tout ça. Depuis juillet, pour une sélection de sites et bientôt pour 100% d'entre eux, hein, parce que ça finira à marche forcée, c'est-à-dire que même ceux qui ne seront pas prêts, au bout d'un moment, ils passeront quand même. Hein. C'est votre site mobile qui sera crawlé, et uniquement lui, et c'est le crawl de votre site mobile qui fera foi pour l'ensemble de votre positionnement. Autant dire que si vous n'avez pas tout votre contenu sur votre site mobile, autant dire que si vous n'avez pas tous les liens, vous n'avez pas 3 clics depuis la home sur votre site mobile, que vous n'avez pas fait tout pareil, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien aussi si vous avez choisi des frameworks à la mode, dont JavaScript, dont celui de Google, qui n'est pas référençable. Angular, pour ne pas le nommer. Certaines versions d'Angular ne sont pas référençables du tout, hein, c'est-à-dire que vous avez juste 0 page. Donc pour l'instant, ces sites-là ne sont pas migrés en mobile first, mais à mon avis, un jour, ils finiront par l'être et donc le positionnement s'effondrera sur lui-même. Hein. Donc le problème des frameworks JavaScript, React, alors React, on arrive vraiment encore à faire des choses bien, mais avec Angular en particulier, on n'y arrive pas. Le problème dans tous les cas, c'est que dans ces cas-là, Google va crawler en 2 fois. Une fois de manière normale et une deuxième fois pour interpréter tout le JavaScript. Et comme ça lui prend beaucoup de ressources serveurs et que ça lui coûte cher, eh ben, il ne le fait pas souvent. Donc si vous ajoutez souvent des produits, si vous avez souvent des épuisés, etc., si ça bouge pas mal, ne le faites pas. Et j'ai envie de dire, à la date d'aujourd'hui, le site full JavaScript, ne le faites pas. Comment savoir si votre site est adapté au mobile? Eh ben, il y a quelques outils disponibles chez Google, hein, dont celui-ci. Les slides seront en ligne, disponibles sur un lien sur mon compte Twitter à la fin de la conf. Donc voilà, vous mettez votre page web là-dedans, il vous répond, et ça vous permet de corriger les principaux problèmes, ou en tout cas de savoir où vous en êtes. Un deuxième sur la vitesse, parce que là aussi, pour être mobile friendly, c'est très important. Si votre site mobile il est lent, vos classements, dès que vous serez en mobile first, vont baisser inexorablement. Et ça, moi, je l'ai vu dans des sites qui gèrent de l'international, au sein d'une même langue. Et ben, selon le pays, vu le temps de réponse, les positionnements ne sont pas les mêmes, et je peux avoir un écart de 5 places dans une même langue d'un pays à un autre à cause de la webperf. Donc vraiment, à ne pas négliger. Et puis, vous avez aussi ce que vous remonte la Search Console. C'est dommage, on ne voit rien du tout. Sur les erreurs d'ergonomie mobile. Alors en général, vous allez avoir les éléments cliquables trop rapprochés, les textes trop petits, la page qui ne s'adapte pas au contenu de l'écran, et j'ai plus en tête le 4e. Enfin, en gros, c'est quasiment toujours les mêmes causes. Vous devez traiter ces problèmes rapidement. Et si vous avez genre un petit lien de mention légale tout en bas de la page que vous avez mis en tout petit pour pas que l'internaute le voie de trop, typiquement ça va vous créer sans doute une erreur sur mobile, et comme elle est présente sur 100% des pages, ça craint. Un autre point important en mobile, c'est le contenu et les liens. Et le menu d'ailleurs aussi. En fait, tout le contenu textuel. Pendant des années, on a laissé passer parce que le produit le voulait, et puis parce que en tant que SEO, on n'est pas complètement stupide. On sait très bien qu'on a besoin d'avoir pas un truc rempli, tout bourré sur mobile. On a laissé passer des tas de fois un contenu pas ISO, parce que c'était plus simple à faire en maquette, etc. C'est plus possible. Si vous avez pas les mêmes rebonds, le même profil de lien, les mêmes libellés ou les mêmes quantités de menus de navigation, du contenu en moins, etc. sur mobile, aujourd'hui c'est très problématique et il faut revoir votre vue mobile pour ajouter tout ce qui manque en termes de contenu textuel, qu'il soit lié ou non lié.
putain, c'est chaud. Ça va aller très vite, désolé, parce que je suis très en retard. Les micro-formats, je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ça consiste à donner dans le code source de l'information sous forme un peu de base de données à Google pour qu'ils comprennent mieux le contexte et le type de page dont il s'agit. Donc là, je vous ai mis des exemples. Ici, contenu d'actualité, via le micro-format article. Ici, qu'est-ce que c'est? J'arrive plus à voir. Des recettes de cuisine. Là aussi, vous formatez les données sous forme pour le coup, de JavaScript et de JSON. Ici, des événements. Là, une appli mobile. Et puis ici, une notation sur des produits. Donc, on peut en faire pour plein de choses. Je vous ai mis des exemples. Pour moi, c'est vraiment le futur du SEO passe absolument par là. Parce qu'en plus, c'est utilisé dans d'autres produits Google, comme Maps, comme Google Images, on va y venir après. C'est utilisé dans Google Amp, c'est utilisé sur les assistants vocaux. Enfin, vraiment, il faut vous pencher là-dessus. Enfin, le plus important, c'est tout ce que je vous ai montré avant, quand même. Mais bon, voilà, j'ai fait une gradation. Le micro-format product, vraiment indispensable pour tous les e-commerçants, qui vous permet d'avoir la notation à étoile, le prix, la disponibilité, si vous le souhaitez. News article, indispensable pour Google Amp et indispensable pour tous les contenus éditoriaux. Et d'ailleurs, même si vous faites du contenu froid, vous pouvez y aller, vous pouvez utiliser News article. Même si ça s'appelle News article, utilisez-le plutôt qu'article, c'est nettement plus efficace. En revanche, si vous faites des tutoriels, utilisez plutôt le micro-format how to. Pas très connu, mais très utile. Le micro-format recipe pour les recettes de cuisine. Là aussi, je vous ai mis à chaque fois le lien vers la page Google avec le code d'exemple. Breadcrumb, qui vous permet d'avoir votre fil d'Ariane qui arrive directement depuis les pages de résultats. Et les tests montrent que les gens cliquent dessus. Donc ça fait un clic de moins pour arriver là où je veux, et parfois c'est pratique. Enfin, en bref, vous en avez à peu près pour tout. Je vous ai mis toute la liste de ce que Google propose. Sachez qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dans leur liste et qui marchent aussi, qui sont sur l'horrible site sitemaps.org où on ne comprend pas grand-chose. Voilà, pour ceux qui sont déjà allés dessus, c'est l'horreur. Mais où il y a absolument tout ce que l'on peut faire en données structurées. Toutes celles qui ont le petit picto ici demandent à être dans un groupe de test. Donc autant dire que si vous n'êtes pas une grande marque établie, vous n'avez pas de chance pour l'instant d'être pris. Voilà. Une tendance récente, le retour du SEO Google Images qu'on a laissé de côté ces 2 dernières années parce qu'il n'y avait plus de trafic à aller chercher. Et là, le trafic revient, messieurs, dames. Si vous étiez à la conf de Pinterest hier, qui disait que la recherche visuelle ne cesse d'augmenter, je plus sois, pour Google Images, pour le trafic en provenance de Pinterest, pour Instagram, enfin pour tout ce qui est visuel aujourd'hui. Sachez que 45% des sites ne remplissent pas la balise Alt sur les images. Donc ça veut dire que comme Google est aveugle, sourd et en plus n'a aucun humour d'ailleurs, il n'est pas capable de voir ce qu'il y a dans l'image, il n'y a pas de texte Alt, donc il ne sait pas ce que c'est, donc il ne vous la référence pas. Oups, dommage. Et puis 10% des images en navigation interne sont brisées. Là aussi, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas terrible. Ce retour de Google Images, ça va aussi avec les micro-formats. Ici, c'est une recette de gâteau au chocolat. Vous êtes dans Google Images sur mobile et il vous met directement le contenu du micro-format recipe qui est en dessous avec les ingrédients, le temps de préparation, la note. Ce qui fait que ça vous permet de récupérer des visites qualifiées à partir de gens qui ont cherché une photo de gâteau au chocolat. Il y en a tellement des recettes de gâteau au chocolat, finalement, que de faire une recherche par image, ça peut avoir du sens. Un qui est plus joli, qui a l'air plus sympa, etc. Vous cliquez sur celui-là. C'est valable d'ailleurs pour toute recherche e-commerce. Et du coup, derrière, comme vous avez cette donnée intéressante, vous allez aller sur le site, pas pour récupérer la photo forcément, mais aussi peut-être pour acheter ou faire la recette. Ça marche aussi pour le micro-format product, ici avec une couette de la Redoute qui remonte le prix, la disponibilité et la note des utilisateurs. Et puis demain, la nouvelle fonctionnalité Google Lens, disponible pour l'instant aux États-Unis là, depuis quelques jours. Vous entourez une photo et là, il est capable de vous donner la liste de tous les produits qui sont présents sur cette photo. Donc on a encore peu d'infos sur comment ça va marcher techniquement, mais là, il y a vraiment des choses à aller chercher. Très très clairement, et ils vont grave d'ailleurs sur le terrain de Pinterest, ils ont bien compris l'évolution qu'il y avait sur l'image et ils y vont. Préalable, le sitemap image qu'on faisait plus depuis plusieurs années parce que ça servait plus à rien, et voilà, si vous pouvez le faire facilement avec des plugins, le sitemap image c'est à remettre en place dès maintenant. Petite astuce, surtout pour les designers et intégrateurs dans la salle, toutes les images qui ont été intégrées via CSS sont ignorées par Google. Oups, voilà.
Donc vous avez une belle page landing page, l'image elle a été intégrée dans le CSS, bah, votre photo elle apparaîtra jamais dans la recherche. Dommage. Et si vous faites du lazy loading, c'est la même chose. Toutes les images qui seront chargées au fur et à mesure que l'internaute va scroller, elles ne seront pas vues par Google. Donc vous avez deux solutions de contournement, soit les intégrer dans une balise NoScript, vous faites juste la liste des images qui sont listées, soit en utilisant des micro-formats pour déclarer l'ensemble des images du lazy loading. Dans les deux cas, ce n'est pas hyper compliqué à faire, mais si vous ne le faites pas, bah, vos images, elles seront... si tous vos listings produits sont en lazy loading, bah, vous aurez juste 0 photo. Et enfin, la dernière, un peu le présent, mais aussi l'avenir, position 0, direct answer et PAA. D'abord, position 0 ou feature snippet, je pense que vous en avez vu de plus en plus. Vous posez une question, vous faites une recherche, vous avez la réponse directement ici, ou en tout cas un début de réponse avec un texte et un lien pour aller vers le site internet. Pas facile à obtenir, c'est assez technique, je ne peux pas rentrer là non plus, c'est vraiment une conf à part entière. Mais en tout cas, il faut vous y intéresser, regardez comment ça marche, regardez qui remonte, comment il remonte, essayez d'optimiser vos contenus, c'est à la fois technique et éditorial. Il y a aussi les direct answers. Hein. Je demande par exemple les horaires d'ouverture de la Tour Eiffel. Il me répond directement. Donc là, on pourrait se dire, quand on est le site de la Tour Eiffel juste en dessous, bon bah ça sert à rien. De toute façon, les gens ils cherchent l'horaire. Bon bah c'est mort quoi. Google a pris le trafic et moi j'aurai rien. Pareil pour des numéros de téléphone. Et ben la stratégie maligne, c'est de positionner une page sur les horaires de faible affluence. Ah ouais, j'ai demandé les horaires, mais on va me dire, si je viens de telle heure à telle heure, j'aurai moins de monde. Service client, clic. Hein, et l'horaire d'ouverture des caisses, oui, parce que l'ouverture des caisses, elle peut être différente des horaires d'ouverture du monument. Et donc, je me dis, si je viens à l'horaire d'ouverture des caisses qui est avant, peut-être que du coup, je vais faire moins la queue. Donc, pensez-y, même quand il y a une direct answers, peut-être que vous pouvez quand même proposer et positionner du contenu additionnel en dessous. Ensuite, people also ask. Donc, ce qu'on appelle aussi autre question posée en français. Là, typiquement, comment cuire un œuf mollet. Ici, j'ai en haut donc, un feature snippet. Hein, du site Journal des femmes. Voilà. Et en dessous, j'ai toute une liste d'autres questions posées. Si vous cliquez sur l'une, ça va vous en dérouler encore plus. Là, pour faire du keyword research, c'est parfait. Pour chercher des pages nécessaires à votre customer success, pour alimenter votre FAQ, etc., il y a plein de choses à aller chercher. Allez regarder ça. Il suffit de faire une page. Enfin, il suffit pas, mais voilà. Faites une page répondant à la question, reprenant exactement les termes, structurez-la bien, techniquement, micro-format, contenu, etc. Et là, vous avez vraiment du positionnement à aller chercher très ciblé. Petit bonus, sachez que tout ce que vous aurez fait en feature snippet, en people also ask et aussi en micro-format vous servira pour la recherche visuelle, puisqu'en fait la majorité de ce qui ressort aujourd'hui en recherche vocale, pardon, pas visuelle, vocale, ce qui ressort en recherche vocale aujourd'hui, ce sont ces feature snippets. Donc c'est combo. Hein. Vous travaillez pour votre positionnement desktop et mobile et vous travaillez aussi pour la recherche vocale. Et en plus, pas seulement sur Google, mais aussi sur Siri, sur Cortana et sur Alexa. Donc c'est tout bénef. Si vous voulez en savoir plus sur le SEO vocal, je vous ai mis ici un lien. J'ai fait une conf sur le sujet il y a quelques mois. Voilà, normalement, c'est fini les crocs avec tout ça. Deux blogs. 0% commercial, 100% contenu. Si ça vous intéresse, cafénumérique.com et caféréférencement.com dédié au SEO. Et voilà mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Il reste un tout petit peu de temps pour les questions. J'ai fait moins de 50 minutes. C'est déjà presque une perf. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question. Tu as parlé tout à l'heure du problème des 301 successives qui amenaient effectivement à une pénalité au bout d'un moment. Est-ce que quand tu fais des 301 simultanés, tu te retrouves également en pénalité ou pas si tu as plusieurs 301 simultanés. Alors, cascade, les unes derrière les autres. En même temps. Comment ça, en même temps ? En même temps, c'est-à-dire par exemple lorsque tu fais en black, notamment quand tu achètes plusieurs domaines usagers, et que, enfin pas usagers, mais voilà, plein de redirections simultanées. Okay. Alors, s'il s'agit d'un changement de nom de domaine, il marche ou pas le micro ? Non, il marche ou pas ?
Si c'est accompagné d'un changement de design, d'une migration HTTPS, il n'y a aucun problème. Si c'est sur un site existant où tu corriges d'un coup des énormes erreurs qui se sont causées techniques, tu peux te retrouver avec une pénalité. C'est une question de dosage. Et c'est une question d'historique aussi. Voilà. Donc c'est difficile de répondre comme ça. Si tu as toujours fait les choses clean, a priori, il n'y a pas de problème. Voilà. Surtout s'il n'y en a qu'une. Après, s'il y a des cascades, c'est une autre affaire. Mais si c'est fait correctement, il n'y a a priori pas trop de problème. Mais ça peut dépendre des cas. Voilà. Ça peut dépendre de ce qui a été fait avant et de la note que Google donne au site aussi. Mais ça reste une bonne pratique de faire des redirections. Hein. Dans tous les cas, je veux dire, si je rachète un site pour le tuer parce que c'est un concurrent, c'est logique de faire des 301 vers mon site, par exemple. Voilà. Si j'ai racheté des sites, c'est logique de concentrer. Hein. Il y a une question de radar et de naturel. Est-ce que ça semble logique? Est-ce que c'est pas logique et je ne le fais que pour des questions SEO? Est-ce que ça me semble à moi-même gris foncé ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bah, j'espère qu'elle sera bien alors. Pression. Juste une question donc rapide. Identifier les liens réseaux sociaux comme des liens nofollow, vous en avez pas parlé. Intéressant, pas intéressant? On perd du jus, on perd pas de jus? Alors, aux États-Unis, Google indexe les tweets. Et j'aurais pu le mettre ici. Moi, j'ai vu certains de mes tweets indexés également. La raison, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Twitter et qu'ils ont accès à la base de données de tous les tweets depuis 2006 en tapant directement dedans, sans avoir à crawler. Donc, les tweets et les signaux sociaux depuis Twitter ont une incidence. Ça, c'est net. Hein. Ils l'ont plus ou moins dit à certains moments. Voilà, plus ou moins. Donc, que ça soit en nofollow ou pas, ça ne change rien, puisqu'en réalité, Google a accès à la base de données. Donc là, on ne parle même plus de nofollow. Ensuite, la manière dont Google traite aujourd'hui le nofollow, je pense qu'il y a des fois, ils considèrent que c'est du dofollow. De la même manière que si on y voit une URL sans le href dessus, donc vous avez copié dans le texte une URL pour citer une source par exemple, mais sans faire le lien dessus, aujourd'hui c'est considéré comme un lien. Google le considère comme s'il y avait un href. Donc la gestion du nofollow, je pense qu'il trie. Dans certains cas, il la considère quand même comme du dofollow, dans d'autres, il la considère comme du nofollow. Ça dépend de la qualité de la page liée et du domaine liant. Voilà. Ensuite, les signaux sociaux, pour moi, ils ont un impact. Pinterest a un impact très important en termes de SEO, hein, ça c'est tout à fait net. En plus, c'est assez facile à traiter, puisqu'en fait, c'est un peu les mêmes règles que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Hein. Donc, finalement, faire du référencement sur Pinterest, c'est pas très difficile. Twitter, c'est sûr. Facebook, je ne crois pas. Mais on n'en sait trop rien. Et les autres réseaux sociaux, je pense que non. Voilà. Que ça soit nofollow ou dofollow, ça n'y change rien. Je pense qu'ils ne sont pas pris en compte. Si vous avez d'autres questions, je suis dehors.